Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mythrator pour cette review numéro 47, qui va être celle de cette figurine, à savoir le Aiolos du Sagittaire version EX de chez Bandai en version Revival, face à la version première édition ici à droite. Alors c'est pas forcément une review que je comptais vous faire, mais bon, comme j'ai eu quelques questions sur ce Sagittaire Revival, bien, je me suis dit que ça pourrait en intéresser certains. Surtout qu'en plus, bon, j'avais déjà fait la différence entre le poisson Revival et puis le poisson première édition, donc je me suis dit que ça serait pas mal de continuer un peu sur cette lancée. Donc il va s'agir comme d'habitude de donner les différences entre ces deux versions, et puis vous donner à la fin mon verdict quant à quelle est de ces deux versions la meilleure. On commence donc comme d'habitude par les tarifs et les packaging. Cette version première édition est sortie en 2012. À l'époque, pour l'acquérir, eh bien, il fallait débourser environ 8000 yens. 8000 yens, eh bien, ça représentait 60-65 € à l'époque en France. La version Revival, eh bien, je viens de l'acquérir pour un tarif de 105 €, livraison incluse. Donc vous voyez qu'entre ces deux versions, eh bien, il y a eu une sacrée inflation, puisqu'on a une différence de 35 €, quelque chose comme ça. Alors bien sûr, on peut invoquer justement cette inflation, mais il ne faut pas oublier un truc, c'est que certes, cette figurine est sortie en 2012 et ici en 2021, donc il y a quand même 9 ans d'écart, donc on peut très bien invoquer l'inflation, mais ces versions première édition, pour certaines, ont déjà eu une version Revival. Si je prends par exemple le Chevalier des Gémeaux, qui est sorti en 2018 en version Revival, eh bien au moment de sa sortie, il valait 8800 yens, il y a environ 9000 yens. 9000 yens, ça représentait quelque chose comme 80 €. 80 € en 2018 pour une figurine Revival, 100 € en 2021 pour une figurine Revival. Donc, cherchez l'erreur. Moi, je vois pas trop ce qui justifie une telle différence de tarif. Alors, bien sûr, on peut toujours invoquer ce petit bonus qui nous est affiché fièrement en façade sur la version Revival, mais vous n'allez pas me dire que ça vaut 30 balles. Hein. Donc forcément, ça indique aussi une prise de bénéfice plus importante de la part du constructeur. Bon, ceci étant dit, on va maintenant s'intéresser au packaging, et force est de constater que le choix qui a été fait sur ces deux versions eh bien, est totalement différent. Sur cette première édition, nous avions une position d'attaque, on avait Aiolos avec le visage d'enserré, les yeux rivés sur sa cible, s'apprêtant à décocher sa flèche, donc c'était une position que personnellement je trouvais plutôt jolie. Sur cette version Revival, eh bien, on a le personnage en position totalement neutre. Il n'y a vraiment aucun effort d'imagination qui a été déployé pour faire cette pose. En fait, j'ai l'impression que ce personnage ne dégage rien. Donc ça, c'est peut-être éventuellement ce à quoi on arrivera comme conclusion à la fin du test. Mais là, comme ça, de premier abord, eh bien, la boîte ne me marque pas plus que ça, ne m'attire pas plus que ça, contrairement à la version première édition, qui renvoyait bien le caractère du personnage. Remarquez également qu'en termes de logo, eh bien, il y a eu quelques petites évolutions. Le logo ici, Saint Seiya, a été changé de place. On a également en surimpression, on va dire, le bonus tant attendu qui est donné avec cette version Revival, à savoir Saori bébé. Remarquez que la mise en scène est vraiment très insuffisante, et c'est le moins qu'on puisse dire. On a presque l'impression que c'est le stagiaire de chez Bandai qui était chargé du montage Photoshop. Franchement, je suis une bille totale sur Photoshop, mais je suis sûr que je suis capable de faire mieux que ça. Donc il y aurait eu moyen de mettre un peu plus ce bonus en valeur. Je veux dire, pour le mettre comme ça, autant pas le mettre du tout. On aurait très bien pu le mettre sur un petit décor qui aurait été incrusté pour justifier le fait que là, eh bien, on a l'impression qu'elle vole dans l'espace. Lui, il est sur un support a priori qui est beaucoup plus bas, elle est beaucoup plus haute, on a l'impression qu'elle plane. Donc ça aurait été pas mal d'incruster quelque chose qui justifie sa position. On comprend très bien pourquoi ils l'ont pas mis plus bas, puisque forcément elle aurait été cachée par les logos, mais là ça fait complètement artificiel. Ensuite, comme d'habitude, eh bien, le logo Bandai qui a viré au bleu, et la mention ici supplémentaire qui signale une version Revival, mais bon, ça, vous en avez l'habitude. Pour ce qui est des côtés, eh bien, on remarque, bon, j'aurais très bien pu en parler sur la partie verso, mais on remarque déjà les différences de coloris qu'il peut y avoir entre ces deux versions, qu'on verra juste après lors de la découverte des blisters. Vous avez donc les coloris qui sont sensiblement différents, mais l'objet en lui-même, eh bien, est identique. Pour la partie verso, eh bien, on a à peu près les mêmes configurations en termes de visage. Ceci dit, on peut déjà noter
Alors je sais pas si encore une fois ça se vérifiera directement quand on verra ça dans les blisters, mais on peut déjà dénoter un coloris de cheveux qui est un peu plus foncé sur la version Revival. Maintenant on verra dans les mains ce que ça donne. Ensuite, pour ce qui est des positions, ici c'est identique, vous avez la mention du petit bébé en plus là, et ensuite les positions qui ont été adoptées là sont un peu différentes, donc on retrouve ici l'objet, le personnage en position d'attaque là, alors que ici il est totalement à droite, mais remarquez quand même une petite subtilité, c'est que là c'était le visage de Seiya qui avait été utilisé pour faire cette position. Là, il n'est pas du tout fait mention du visage de Seiya. Alors je sais pas pourquoi, on verra ensuite si ça se vérifie avec les contenus, mais là pour l'instant, eh bien, il n'est pas fait mention de la possibilité de faire la configuration avec le chevalier de Pégase. Dernière tranche, le personnage donc en position d'attaque, vous voyez que la position est exactement la même, donc là a priori ça a dû être photoshopé simplement. Donc voilà pour ce qui est des points importants. On a aussi la possibilité de faire la configuration Pandora Box. Alors je vous rappelle que ceci avait été évoqué lors du passage en revue du Phoenix Revival, où je m'étais plaint du fait que la version Revival ne permettait pas de faire cette configuration en Pandora. Là, vous voyez que c'est totalement possible. Le fourreau, on peut l'enlever. Donc, encore une fois, ceci justifie mon étonnement quant à la non-possibilité de pouvoir le faire avec la version Revival du Phoenix V2. Et puis en dessous, comme d'habitude, eh bien, vous avez les mentions légales. Donc voilà pour ce qui est de ces packaging. Je vais déballer tout ça et on se retrouve dans un instant pour les blisters. Allez, passage en revue rapide des contenus, avec de part et d'autre présence d'une notice. Remarquez que la différence entre ces deux notices tient au fait que le logo Bandai a viré au bleu. Il y a la mention ici Revival qui a été ajoutée, et absence de la date de fabrication qui était présente sur la version première édition. Ensuite, qui dit Revival dit présence de cette carte bonus, donc qui est un bonus plutôt sympa, c'est une fiche cartonnée, qui reprend la signalétique qui est à la fin de chaque tome du manga, où on a le personnage en armure, avec la forme objet à côté, et la correspondance des pièces entre les deux, donc ça c'est plutôt cool. Ça se met normalement dans un classeur qui est prévu à cet effet. Le souci c'est que ce classeur eh bien, a été donné avec une seule figurine, à savoir le lion Soul of Gold. Et ce qui fait que pour les nouveaux collectionneurs, vous savez, ces collectionneurs que Bandai a décidé de choyer en ce moment avec toutes ces versions Revival qui sortent, donc qui sont a priori destinées à ces collectionneurs qui entrent de la collection, eh bien je pense que ces collectionneurs ils seraient super contents aussi d'avoir le classeur qu'a priori ils n'ont pas, pour pouvoir mettre ces fiches là. Donc ça serait plutôt bien de la part de Bandai de nous fournir à nouveau ce classeur dans une des multiples Revival qui doivent sortir dans les prochains mois. Et donc premier blister que l'on a face à nous, donc je vais pas à ce stade m'attarder sur les différences de couleurs entre les deux, puisque ça je le ferai dans le détail une fois que j'aurai retiré les couvercles des blisters, je pense qu'on y verra plus clair. Là je vais simplement me contenter de voir si en termes de contenu, eh bien c'est exactement les mêmes pièces de part et d'autre, et vous voyez que sur ce premier blister, rien à déclarer, les pièces sont placées exactement au même endroit et elles sont en même nombre. Voilà. Ensuite, alors ça sera pour après. Deuxième blister, eh bien, pareil, rien à déplorer en termes de contenu, ou de perte de contenu plutôt, c'est identique de part et d'autre. Et enfin, le dernier blister en revanche va être l'occasion pour moi de pousser un deuxième coup de gueule, puisque vous voyez qu'en termes de contenu, eh bien, on a perdu des choses. Alors, on a perdu des choses, on a gagné des choses, mais la question est, est-ce que le solde est positif? Et à mon humble avis, non. Pourquoi? Eh bien, on a donc ce bonus supplémentaire, hein, le Saori bébé, hein, que tout le monde attendait, mais sa présence eh bien, se fait au détriment de cette tête bonus de Seiya du Sagittaire, donc qui a été totalement retirée du blister. Remarquez que c'était quand même un bonus sympa, puisque non seulement on avait le visage de Seiya, mais on avait aussi la chevelure civile qui allait avec, et la chevelure trouée qui allait avec. Et là, eh bien, Bandai a décidé de nous la retirer, et alors ce qui est marrant, c'est que Bandai déploie toujours des trésors d'imagination pour pouvoir faire des économies, et surtout, a priori, table à chaque fois sur une certaine logique. Alors la logique ici, elle est très simple. Quand cette figurine première édition du Sagittaire est sortie en 2012, eh bien il n'y avait pas de Seiya du Sagittaire, ce qui veut dire qu'ils avaient donné la possibilité aux collectionneurs de pouvoir faire cette configuration en donnant une tête bonus. Mais depuis, eh bien, il y a une figurine de Seiya du Sagittaire qui est sortie. Donc ce qui veut dire que, a priori, Bandai, quand ils ont décidé de faire cette version Revival,
Ils ont dû se dire que, bah, ma foi, celui qui voulait faire le Seiya du Sagittaire, il avait qu'à acheter la version de Seiya du Sagittaire, et donc, a priori, on n'avait plus besoin de donner cette tête de Seiya, ce qui permettait, en passant, de faire une économie, puisque vous n'allez pas me dire que ce petit truc-là, ce petit machin en plastique, eh bien, compense vraiment cette tête bonus de Seiya qui nous était donnée. Donc là, franchement, ça en devient vraiment énervant. À chaque version Revival, eh bien, y a motif de non-satisfaction. Et ici, eh bien, moi, je m'attendais à avoir ça en plus, mais en fait, non. C'est ça à la place de ça. Et encore une fois, ça, c'est désolant. Maintenant, en termes des autres pièces, eh bien, c'est identique, je l'espère, c'est-à-dire que rappelez-vous que sur le Seiya du Sagittaire, Bandai en avait profité pour nous dégager la main trouée qui permettait de tenir la flèche du Sagittaire comme ceci. Maintenant, a priori, en termes de nombre de mains, j'ai l'impression que c'est pareil, donc ce qui veut dire que la main trouée est encore présente. Alors, logiquement, ça doit être celle-ci, j'imagine. Et oui, a priori, elle est trouée. Maintenant, ce qui serait ironique, c'est que la pointe de la flèche ici, on ne puisse pas la retirer comme c'était le cas sur le Seiya du Sagittaire, et là on pourrait dire que Bandai a vraiment foiré jusqu'au bout. Bon, voilà pour ce qui est de la découverte de ces blisters, je vais retirer les couvercles et puis on va regarder les différences entre les pièces. Alors, blister numéro 1, qui va être l'occasion pour moi de vous noter vraiment les différences entre les pièces d'armure. Donc ici, pour ce blister-là, eh bien, il n'y a pas énormément à dire, si ce n'est que les pièces de la Revival sont plus brillantes que les pièces de la première édition, et par certains côtés, alors, sont parfois plus foncées, parfois un peu plus claires. Alors, je vais vous montrer une pièce qui est peut-être un peu plus foncée sur la Revival, et ensuite, je vous montrerai le contraire avec la première édition. Donc vous voyez que ici, eh bien, on discerne bien le fait que la pièce Revival est plus brillante que la pièce première édition. Elle a aussi peut-être un côté un peu plus doré, alors que celui de la première édition est un petit peu plus jaune. Voilà. Et puis je vais vous montrer également ce que ça donne sur l'épaule, parce que ça j'ai trouvé que c'était plutôt bien marqué. Encore une fois, on a, vous voyez, ce côté plus brillant. Et vous voyez que cette fois-ci, la version première édition est plus foncée, plus jaune. Donc on pourrait peut-être éventuellement penser que c'est aussi l'usure du temps qui fait que la figurine a perdu de sa brillance, mais je pense qu'il y a aussi une différence de peinture qu'a choisi Bandai. C'était une différence que j'avais déjà notée pour le Seiya du Sagittaire, si vous vous souvenez bien. On a des peintures qui claquent un peu plus maintenant sur les versions Revival, mais la contrepartie, malheureusement, c'est qu'elles sont souvent beaucoup plus fragiles, et beaucoup de collectionneurs d'ailleurs déjà ont pu noter des problèmes de décaillement de peinture sur le Sagittaire, sur le Seiya du Sagittaire par exemple. Donc ça, à part ces différences minimes, les pièces d'armure sont, vous voyez, à peu près identiques du point de vue du coloris. Maintenant, on arrive au sujet qui fâche, à savoir les éperons. Alors, éperons où Bandai a décidé de changer totalement de couleur. Vous voyez qu'on avait un éperon en or blanc, et Bandai a décidé de le mettre en doré, et en doré plus foncé que les pièces d'armure en elles-mêmes. Vous voyez, je vais vous faire le contraste avec la cuissarde à nouveau, et vous allez vous rendre compte que ce doré, vous voyez, est bien plus foncé que celui de la pièce elle-même. Donc ce qui veut dire que c'est un parti pris de Bandai de nous changer le coloris. Maintenant, la question est pourquoi? Pourquoi faire ceci alors que cela se fait au détriment de la fidélité? Encore une fois, je vais vous en mettre un insert à gauche et vous pourrez juger vous-même que la vérité, elle est du côté de la première édition. Alors, je suis obligé de le dire à nouveau, puisque c'est le genre de choses qui font encore débat. Certaines personnes s'évertuent à dire que non, c'est un coloris qui retranscrit exactement le contraste qu'il y avait dans l'animé. Alors certes, c'est pas le même coloris, mais la différence de ton, elle est plus ou moins respectée. Eh bien non, puisque là, le doré de l'éperon, il est clairement plus foncé que la pièce en elle-même. Alors on peut éventuellement changer un peu le coloris de l'or blanc pour le faire passer peut-être un peu plus doré, mais dans ce cas-là, il faut quand même respecter la différence de ton avec les pièces d'armure en faveur de tons plus foncés pour la pièce principale et pas pour l'éperon. Or, c'est absolument pas le choix qu'a décidé de faire Bandai. Donc ceci est présent sur l'éperon, ça va être aussi présent sur d'autres pièces que je vais vous montrer dans le blister numéro 2.
Blister numéro 2, qui va être l'occasion pour moi d'insister encore plus donc, sur cette différence de coloris qu'il peut y avoir entre les pièces supposées normalement plus claires de l'armure et celles supposées plus foncées, encore une fois, quand on parle du design d'origine. Et donc vous voyez que ça, eh bien, c'est normalement présent sur le casque, hein, donc le casque qui est bien plus clair sur la version première édition, puisqu'il est en or blanc. Donc certains même diraient qu'il est même trop blanc, mais quand on regarde par rapport au design d'origine, eh bien c'est comme ça, c'est le cas. Donc Bandai l'avait respecté. Bon, là où ils avaient été moins dans la fidélité, c'est qu'ils avaient adopté le motif présent donc sur ce diadème qui correspond au motif du manga. Donc ça, question fidélité, c'était à revoir. Et remarquez que ceci n'a toujours pas été revu sur la version Revival. Par contre, dès qu'il s'agit de nous faire des bêtises du point de vue des coloris, eh ben ça, Bandai ne s'en prive pas, puisque vous voyez que maintenant, eh bien, le coloris adopté, c'est de l'or foncé. Encore une fois, plus foncé que les autres parties de l'armure, qui, logiquement, seraient plus claires dans le design d'origine. Vous voyez que là, sur le plastron, eh bien, c'est assez net, hein. Le doré du casque est plus foncé que celui du plastron, supposément, normalement, plus clair le casque que la majeure partie des pièces d'armure. Donc ça, c'est très dommageable. Et là où c'est encore plus marqué, eh bien, c'est sur la jupe. Alors, je vais essayer de retirer sans tout dégommer. La jupe, vous voyez que ça, c'est quand même une grosse pièce. C'est une pièce qui, forcément, est visible. Dès qu'on regarde la figurine, on va tout de suite voir ce contraste. Et moi, c'est quelque chose qui me choque personnellement. Je trouve que cette pièce est trop foncée et elle tranche vraiment avec le design du départ. Le choix qu'avait fait Bandai sur la première édition était à mon avis le bon, et c'était celui qui était le plus proche du coloris du dessin animé. Donc pourquoi ils se sont lancés dans cette originalité, je ne me l'explique pas. Alors si, tout de même, j'ai quand même essayé de me l'expliquer, c'est-à-dire que je me suis dit que peut-être que dans la série, à un moment, il y avait peut-être l'armure du Sagittaire qui contenait, qui arborait les coloris de cette version Revival. Autrement dit, je me suis lancé dans l'exploration de tous les passages où on voit le Seiya du Sagittaire, enfin le Seiya du Sagittaire ou l'armure du Sagittaire d'ailleurs, et je n'en ai pas trouvé, j'en ai tout simplement pas trouvé. J'ai même regardé dans le doute au niveau des films, et là pareil, l'armure du Sagittaire arbore toujours ces coloris-là. Alors je vous laisse me dire dans les commentaires si vous avez une idée de l'endroit où vous avez ce design avec ces couleurs-là spécifiquement dans l'animé, mais moi personnellement je n'en ai pas trouvé. Donc pourquoi Bandai s'est lancé là-dedans ? Je ne me l'explique pas, si ce n'est que peut-être ils ont eu envie de faire quelque chose de plus joli, mais je vois pas en quoi c'est plus joli de faire ces pièces-là plus foncées que plus claires. J'arrive pas à m'expliquer. Autre chose que je devais vérifier tout de même, c'est cette flèche, rappelez-vous, hein, flèche que l'on ne pouvait pas détacher, la pointe de la flèche qu'on ne pouvait pas détacher sur le Seiya du Sagittaire, alors que vous voyez que pour la version du Sagittaire Aiolos, pour la première édition, c'était tout à fait possible de le faire, et donc on pouvait du coup mettre cette flèche-là dans le point troué de la figurine, donc ça c'était plutôt cool. Maintenant, on espère, on croise les doigts pour que cette fois-ci, il n'ait pas fait la même bêtise, et vous voyez que oui, c'est bon, tout va bien, la pointe de la flèche s'enlève, donc ça aurait été quand même un comble de nous donner le point troué et de nous donner une flèche dont on ne peut pas retirer le bout. Bandai n'a pas fait cette bêtise, fort heureusement. Remarquez tout de même que ceci est quand même un aveu d'échec, un aveu d'erreur, c'est-à-dire que quand on nous remet une flèche avec une pointe détachable que l'on nous avait retirée dans le Seiya du Sagittaire, ça montre quand même qu'on avait fait une belle bourde. Donc voilà pour ce qui est de ce deuxième blister, on passe au numéro 3. Blister numéro 3, sur lequel je ne vais pas être très long, tout simplement parce que les différences entre les deux, je les ai déjà évoquées avant même d'enlever les couvercles. Je vais m'attarder sur le bébé Saori, pour vous la montrer de plus près. Bon, c'est pas trop mal, c'est plutôt une bonne idée de nous l'avoir fourni. Maintenant, ce que j'aurais aimé en plus, c'est qu'il y ait un petit peu d'articulation, parce que là, c'est complètement rigide. La tête, par exemple, ça aurait pas coûté grand-chose de la faire mobile, ne serait-ce que pour changer un petit peu la pose. Là, eh bien, ça sera comme ça et pas autrement. Bon, voilà. Pour ce qui est des mains, eh bien, elles sont identiques. Par acquis de conscience, on va juste vérifier que la main trouée est bien présente. Et effectivement, vous voyez, elle est présente, donc tout va bien de ce côté-là. Elle était bien sûr déjà présente sur la première édition. En termes de différence entre les mains, bah, j'ai rien à déclarer, c'est-à-dire que la qualité de peinture est la même. Vous voyez qu'en termes de peinture ici, eh bien, la peinture n'a pas débordé sur les phalanges, enfin la peinture des gants n'a pas débordé sur les phalanges.
c'est identique. Le teint de peau est légèrement différent, vous voyez que c'est un petit peu plus rosé sur la version première édition. La forme des mains est la même, on discerne bien les ongles des deux côtés. Donc tout va bien de ce côté-là. Le nombre de mains est identique, donc ça c'est plutôt bien. Maintenant pour ce qui est des visages, eh bien on peut remarquer que Bandai n'a pas fait l'effort de les refaire. Il les a reproduits à l'identique. Vous voyez le visage aux dents serrées avec le regard sur le côté pour réaliser l'attaque. C'est le même. Je vais vous montrer également les deux autres, juste par souci d'être complet. Vous voyez, visage aux yeux fermés, identique. Et le dernier, donc celui criant, il est pareil également. Donc Bandai a jugé que ces visages d'Aiolos étaient parfaits et donc il n'y avait pas possibilité de les améliorer. Bon, on peut toujours faire mieux, en tout cas moi c'est ma philosophie. Maintenant c'est vrai que le visage de départ était pas mal. Donc voilà pour ce qui est de ce blister numéro 3. Je vais juste terminer parce que je ne vais pas résister au plaisir de vous montrer ce que Bandai a décidé de nous enlever dans cette version Revival, donc c'est-à-dire la tête bonus de Seiya. Alors on sait que ce visage-là hein, de Seiya du Sagittaire, hein, donc celui de la figurine qui est sortie bien après celle-ci, est totalement foiré. Donc au moins là, le collectionneur avait une possibilité d'avoir une solution de rechange au cas où. Bien remarqué que au moins, grâce à Bandai, nous n'aurons même plus cette possibilité. Voilà. Dernière chose, les ailes. Eh bien, les ailes sont identiques en termes de forme. Maintenant, ce que j'espère, c'est que... Alors, je vais juste vous montrer quand même le coloris. Vous voyez que la différence de doré eh bien, se retrouve aussi sur les ailes. On a un doré qui est plus clair sur la version Revival et peut-être plus brillant. Et un peu plus jaunâtre sur la version première édition. Donc je disais... J'espère que la mésaventure que l'on a eue avec le montage de ces ailes sur le Seiya du Sagittaire ne va pas se retrouver là. Mais bon, ça, je pourrais vous le dire une fois que j'aurai réalisé le montage. Donc voilà pour ce qui est de ces blisters. Je vais maintenant vous passer en revue les personnages sans armure. Alors, quid de ce personnage? Est-ce qu'il va être capable de relever un petit peu le niveau pour cette revival? Parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de suspense et le biais il est plutôt favorable pour cette première édition. Donc on va essayer de voir si les qualités habituelles des revivals, à savoir plus de rigidité, sont aussi présentes sur ce Sagittaire. La version première édition était presque catastrophique du point de vue de la rigidité. Regardez-moi ça. Voilà, ça fait clairement la danseuse, il n'y a rien à dire. Donc elle n'a pas été retouchée, donc elle est comme ça à l'état d'origine. Pour ce qui est des autres membres, rien à dire, c'était bien rigide sur les genoux, c'était un peu souple sur les bras, mais rien de catastrophique, ça tient largement la position sans problème et ça permet de supporter le poids de l'armure. Alors, elle avait quand même un petit défaut, c'est qu'il y a quand même pas mal de souplesse au niveau de son buste, donc buste qui pouvait aller très loin vers l'arrière, vous voyez, ce qui est quand même un peu gênant pour cette figurine, puisque avec des ailes très imposantes comme elle les possède, eh bien, la figurine avait tendance à être entraînée au niveau du buste vers l'arrière. Donc là, il s'agira de voir, surtout sur cette pièce-là, si Bandai a fait mieux sur sa Revival. Donc ça, c'était pour la première édition, donc un corps plutôt molle et avec un buste qui était, à mon avis, pas assez rigide, qui manquait un peu de robustesse. Pour la version Revival, eh bien, d'abord, au niveau du test de la danseuse, eh bien, vous voyez que ça bouge pas, rien à dire. Donc il y a vraiment beaucoup de rigidité sur l'entrejambe, vous voyez, j'ai du mal à monter la jambe. Ce test-là, qui est aussi révélateur, est parfaitement franchi. Donc très bien, de ce point de vue-là, très bien pour Bandai, ils ont rectifié le tir, donc ça c'est très bien. Par contre, là où c'est moins bien, vous voyez, c'est que sur cette articulation-là, eh bien, il y a énormément de souplesse. Et je me demande si la figurine, une fois montée, va pas avoir tendance à avoir la jambe qui vrille un peu sur le côté. Donc ça sera à vérifier bien entendu après le montage. Pour ce qui est maintenant des autres membres, eh bien, ce que j'ai évoqué tout à l'heure pour la première édition se retrouve ici. On a beaucoup de rigidité au niveau des genoux, rien à dire, et aussi au niveau des bras. Et de ce côté-là, c'est moins souple que sur la première édition. Dernière chose à vérifier, c'est qu'au niveau du buste, eh bien, il y a plus de rigidité, et effectivement, bon, il se coulisse bien sûr, et effectivement, il y a beaucoup de rigidité. Vous voyez que ça tient bien en place. J'ai du mal à le mettre comme ça vers l'arrière, et puis surtout, je n'ai pas la possibilité d'aller plus loin vers l'arrière que ça.
C'est-à-dire qu'il y a un système de blocage que Bandai a dû mettre ici, qui permet de stopper la figurine pour pas que le buste aille plus loin vers l'arrière. Et donc ça c'est plutôt bien, encore une fois, parce qu'avec le poids des ailes, eh bien c'était un gros défaut de cette figurine. Donc ce qui veut dire que ce corps, eh bien, il est en tout point supérieur à celui de la version d'origine. Ça c'est indéniable. Maintenant, en ce qui concerne le visage, eh bien, c'est exactement pareil que ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les visages précédents, à savoir ils sont identiques. Tout à l'heure sur la boîte, je me posais la question, est-ce que les cheveux sont plus foncés sur la version Revival? Et en fait, vous voyez qu'il n'en est rien. La différence, par contre, c'est un aspect plus plastique, vous voyez, sur la version première édition, et plus mat sur la version Revival. Mais sinon, en termes de coloris, eh bien, c'est sensiblement la même chose. Dernière chose, parce que je vous l'avais montré également pour la version du Iki Revival, les deux corps ne sont pas identiques, hein, leur numéro de série est différent. Donc je vais essayer de vous le faire le plus clair possible, et si jamais j'y arrive pas, bien, je vous ferai un insert. Vous voyez que le numéro de série n'est pas le même, donc on a deux corps qui sont différents. Bon, évidemment, c'est tous les deux Aiolos, mais il y a un corps quand même qui est de meilleure qualité que l'autre. Donc voilà pour ce qui est de ces corps. Je vais vous épargner le montage de la figurine parce que vous l'avez déjà dans la review numéro 19 pour le Seiya du Sagittaire. Donc si vous avez besoin d'assistance pour monter la figurine, eh bien je ne peux que vous renvoyer vers cette review. J'espère simplement que je ne vais pas galérer autant avec les ailes que ce que j'avais pu galérer pour le Seiya du Sagittaire en question, mais ça je vous le dirai juste après le montage. Donc on se retrouve juste après le posing pour le bilan final.
Bilan du montage, eh bien je dois dire que ça s'est bien passé, surtout que j'avais quelques appréhensions puisque je restais sur le montage du Seiya du Sagittaire qui était vraiment très fastidieux, avec certains points de friction que je n'ai pas retrouvés ici sur ce Sagittaire Revival. Donc il y avait notamment, rappelez-vous, ces éperons qui avaient tendance à sauter au fur et à mesure du montage. Et bien ici pas du tout, ils sont restés en place au fur et à mesure que je mettais les pièces. Ensuite, il y avait et surtout cette boucle de ceinture hein, qui était absolument impossible à faire tenir. Et ici, pas de problème. Alors, je dirais pas pour autant qu'elle tient super bien. Elle a tendance éventuellement à sauter dès que vous passez le doigt dessus, mais c'est pas la misère à la faire tenir si après on n'y touche plus. Autre point de friction, et qu'ici on n'a pas, eh bien c'était, rappelez-vous, sur ces ailes, avec notamment cette pièce-là qui ne voulait pas s'emboîter dans le plastron. Eh bien ici, aucun problème, ça s'est mis tout seul, rien à dire de ce côté-là. Donc ce qui fait que ce montage, eh bien, s'est plutôt bien passé. Ensuite, pour ce qui est de la pose, eh bien, la rigidité du corps Revival fait merveille. Le personnage n'a aucun problème pour tenir debout. Bon, évidemment, il faut toujours jouer avec les points d'appui pour pas que la figurine parte vers l'arrière du fait du poids des ailes, mais on sent vraiment qu'il y a un plus avec ce corps Revival qui est beaucoup plus rigide que celui de la première édition. Bien, on va arriver maintenant jusqu'au bilan. Bien, bilan comparatif, et donc je vais être amené ici à insister sur ce que j'avais déjà décrit lors de la découverte des pièces, à savoir le mauvais coloris de la jupe, du diadème et des éperons. De ces trois éléments sur la Revival, eh bien, il y en a un qui me choque plus que les autres, c'est au niveau de la jupe que ça se passe. Au niveau du diadème, eh bien, ça reste encore pas trop discordant par rapport au coloris de l'armure. Alors certes, c'est plus foncé, mais bon, la pièce étant plus petite, eh bien c'est quand même plus discret et ça se remarque moins. En revanche, pour ce qui est de la jupe, eh bien moi je trouve que ça tranche énormément, surtout quand on compare par rapport à la première édition. Alors remarquez que les pièces étaient bien entendu différentes au niveau du coloris, sur la jupe, sur le diadème et sur les éperons au niveau de la première édition, mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça correspond au design d'origine. Mais à remarquer également que c'est surtout au niveau du diadème qu'on avait une énorme différence par rapport au coloris de l'armure. Au niveau de la jupe, eh bien c'est quand même moins tranché, hein, vous voyez, par rapport au reste. Ce qui veut dire que ici, non seulement, eh bien c'est pas le bon coloris, mais en plus, on a vraiment une énorme différence par rapport aux autres pièces de l'armure. Donc ça, pour moi, c'est le défaut principal de cette version Revival. Ensuite, pour ce qui concerne le rendu en lui-même, eh bien, on retrouve bien entendu le Aiolos du Sagittaire, l'armure est quand même plutôt fidèle. On a aussi un équilibre de la figurine qui est bien meilleur sur la version Revival, puisque le corps est beaucoup plus rigide, donc forcément pour le faire tenir en équilibre, eh bien, on a beaucoup moins de mal qu'avec ce corps première édition, qui a quand même un gros défaut. Alors ici il tient, mais il n'en faudrait que peu pour que la figurine balle simplement. Si j'appuie un petit peu sur le buste là, le buste va avoir tendance à se tordre. Vous voyez que déjà là d'ailleurs, elle est en train un peu de tomber. Donc, hop, vous voyez, voilà ce que je vous disais au niveau du buste. Hein. L'équilibre est quand même très précaire. Bon, je vais essayer de la laisser comme ça en espérant qu'elle ne tombe pas d'ici la fin de la review. Mais vous voyez qu'on y a gagné énormément en robustesse sur la Revival, et donc ça, c'était pas un mal. Je dirais que à la limite, si on a les deux figurines, eh bien, il pourrait y avoir une possibilité, c'est de récupérer le corps de cette version Revival pour le mettre sur cette version première édition et utiliser les pièces de l'armure pour former l'objet. Donc ça peut être une possibilité pour celui qui a les deux figurines. Bon, maintenant pour la Revival, c'est une figurine qui pourra paraître belle, hein, elle est esthétiquement jolie. Maintenant, je trouve que Bandai aurait pu très bien changer les couleurs de cette jupe et de ce diadème et des éperons, tout en conservant le contraste entre les différents tons, c'est-à-dire qu'ils auraient pu simplement foncer un tout petit peu plus le diadème et la jupe pour garder quand même le contraste entre les pièces et puis ces trois éléments-là avec les éperons. Plutôt que carrément changer le coloris et puis changer carrément le paradigme, c'est-à-dire rendre ces pièces-là plus foncées alors que clairement elles sont plus claires sur le design de départ. Bon, si on essaye maintenant de faire un bilan, pour ce qui est des points positifs de la Revival, et je vais évoquer uniquement les points positifs et négatifs de la Revival, puisque pour ce qui est de la version première édition, j'ai eu l'occasion d'en parler lors de la review 19, donc je vous renvoie vers cette review si jamais vous voulez les spécificités de cette version en particulier. Donc pour ce qui est de la version Revival, le gros point positif, eh bien c'est celui que j'ai énoncé, à savoir la rigidité qui a été nettement améliorée sur cette version.
Ce qui veut dire que à la fois et le posing et le montage sont rendus bien plus faciles. D'ailleurs, le montage est rendu aussi plus facile par le fait que, par exemple, les éperons eh bien, m'ont l'air d'être un peu mieux ajustés que les versions de la première édition. Je pense également qu'au niveau de la pièce arrière, au niveau des ailes, eh bien, il n'y a pas eu de souci pour moi pour la mettre. Donc, a priori, en termes de conception, il y a des choses qui ont été revues et globalement, il n'y a pas de difficulté lors du montage. On a aussi ce petit bonus qui est ma foi sympathique, alors qui est sympathique mais qui n'est pas optimum. Vous voyez que bon, on a ce bébé qui est à 4 pattes, ce qui veut dire qu'en termes de configuration, eh bien, ça va être quand même très limité pour les mises en scène, c'est-à-dire que vous allez devoir la mettre vraisemblablement dans cette position à côté du personnage, donc pour reproduire un peu la scène avec Shura. Maintenant, ce qui aurait été pas mal peut-être, hein, c'est d'en fournir soit une deuxième version, soit carrément remplacer cette version par un bébé, donc dans un lange, qui aurait pu être porté par le personnage, puisque là, si vous voulez faire prendre le bébé par Aiolos donc dans ses bras, ça va pas le faire, hein, parce que vous n'allez pas prendre un bébé dans vos bras dans cette position. Hein. Donc ça, personnellement, moi, je le regrette. J'aurais préféré une version d'un bébé, pas forcément à 4 pattes, mais plutôt dans une petite couverture pour pouvoir être porté. Donc ça, c'est, on va dire, c'est un semi-point négatif, et là on arrive donc au point négatif. Le point négatif principal, eh bien, comme je l'ai dit, hein, c'est le problème de fidélité des coloris, donc je trouve qu'ils ont pas bien choisi les couleurs ici. Ensuite, le point négatif également, c'est que, comme je l'ai dit, on a pris 30 balles par rapport au revival de la série précédente. On a pris encore plus par rapport à cette première édition, par rapport à son prix de sortie. Donc, devoir débourser 105 €, frais de port compris, pour une figurine qu'on avait encore à 70-80 € il y a 2-3 ans, ça commence à faire un petit peu beaucoup, surtout qu'il y a eu zéro amélioration. Bon, certes, les pièces sont peut-être un peu mieux ajustées, etc., mais en termes de design, il y a eu zéro amélioration, les visages sont les mêmes, etc., donc en termes de prix de recherche et développement, il y a quasiment rien. Donc pour moi, ces 20-30 € de plus par rapport à la figurine d'origine sont pas très justifiés. Ensuite, au niveau des points négatifs, eh bien, on peut évoquer aussi la peinture qui, a priori, est un peu fragile. Donc là, encore une fois, on y perd par rapport à la figurine de départ. Et aussi, Bandai a pris le prétexte de la sortie du Seiya du Sagittaire pour nous supprimer le bonus qu'il y avait dans cette première édition, à savoir la tête de Seiya, avec la chevelure qui va avec, aussi bien civile que trouée, pour pouvoir accueillir le casque. Ce qui est pour moi un peu dommage, et ce qui montre aussi quelque part une certaine propension de Bandai à vouloir faire des économies coûte que coûte. Donc voilà qui termine cette review, qui, je l'espère, vous aura plu. Et si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de la rétribuer avec le petit pouce bleu qui va bien. N'oubliez pas également de commenter, ça fait toujours plaisir d'avoir votre feedback. Nous concernant, eh bien, on va se retrouver très bientôt. Alors je pense que la prochaine, ça sera celle du Taureau version OCE IX de chez Bandai, qui doit sortir normalement mi-avril. Donc je pense, j'espère plutôt le récupérer la deuxième quinzaine de avril. Et puis d'ici là, eh bien, comme d'habitude, portez-vous bien et prenez soin de vos proches.